Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Bravo à celles et ceux qui sont venus assez tôt pour réussir à piquer des chaises. Nous rappelant que nous sommes toujours dans un monde de ressources finies et que nous sommes dans des rapports de force systématiques, y compris entre nous toutes et nous tous. Et on fera une analyse évidemment structurelle des raisons pour lesquelles certains sont servis et d'autres sont dans l'herbe. Mais j'espère évidemment que cet atelier permettra de donner quelques éléments théoriques pour avancer sur le sujet. Puisque vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour avoir une discussion politique autour d'un ouvrage qui nous paraissait important à discuter. Alors important à discuter, ça veut dire évidemment important à lire. Ça veut dire donc important à ce que vous vous le procuriez. Non mais capitalisme, non mais il y a le prix unique du livre, ça limite un peu les débordements. Non mais on va parler du livre d'Ulysse Lochkin qui s'appelle Le fil invisible du capital, qui est un ouvrage qui est sorti récemment, il y a quelques mois aux éditions La Découverte, pour le prix modique de 21 € et que vous trouverez chez tous les bonnes et bons libraires, à commencer par le Village du Livre là-bas, où vous pourrez en retrouver. Évidemment, il n'y a pas assez d'exemplaires pour tout le monde, donc dépêchez-vous, puisque là aussi, nous avons organisé la rareté. Pour en discuter, on le fera à 3 voix, avec différentes interventions et parfois des éléments de questions directes auxquels tu pourras ainsi répondre pour revenir sur ce qui nous paraît constituer à la fois l'armature intellectuelle du livre et surtout les outils conceptuels qu'il nous propose, c'est-à-dire des manières de penser des choses que tout le monde voit, constate ou imagine. Mais l'intérêt de la théorie, c'est de donner toujours une manière de voir les choses, un vocabulaire qui permet de donner plus de sens ou un meilleur sens à des choses qui parfois sont du domaine de l'intuition ou du sous-jacent ou de la fausse évidence. Et je pense que cet ouvrage, il vient apporter un point d'appui intellectuel important là-dessus, notamment évidemment pour des militantes et militants qui sont anticapitalistes. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas anticapitalistes dans le public. Voilà, exactement. Il commence par lâcher la chaise, le cas échéant. Et on la socialise directement. Non, bon, s'il n'y a que des collectivistes, du coup, vous êtes au bon endroit et vous allez apprécier, je pense, cette discussion. Je vais d'abord démarrer rapidement pour faire un petit retour. En fait, sur l'ouvrage lui-même, peut-être quelques questions que moi je me suis posées en te lisant et auxquelles je sais déjà que tu as la réponse. Évidemment, pas faire semblant, on en a parlé avant. Je ne peux pas vous faire croire qu'il n'y a pas les questions. Hein. Mais évidemment, je les reformulerai un peu pour le piéger. Mais sinon, on aura l'occasion d'avoir cette petite discussion. Après, on pourra aller un peu plus loin, notamment aller dans des aspects peut-être plus approfondis du sujet, avec 2 chercheuses qui ont un regard d'enseignantes-chercheuses, qui ont un regard de théoriciennes, d'enquêtrices, pour dire au sens de l'enquête, dans le sens des sciences sociales, et qui vont venir apporter également leur regard sur cet ouvrage et sur ce qu'on peut en tirer, nous, politiquement et scientifiquement. Marlène Banquet, donc sociologue, qui est co-animatrice de l'excellent département de sociologie de l'Institut de la Boétie, que je vous demande d'applaudir. Et Anna Bensoussan, économiste, donc c'est la 2e intervention, vous avez peut-être pu déjà la croiser auparavant durant ces amphis, et donc qui apportera, elle, un regard d'une autre discipline connexe, évidemment, qui vient entourer les mêmes sujets. Donc je vous demande aussi de l'applaudir. Et si on devait résumer rapidement, pour les rares ici qui n'ont pas encore lu le livre, et je sais que vous n'êtes pas nombreux, il y a quelqu'un qui t'a rigolé au premier rang, toi déjà t'es grillé, mais si on devait le résumer rapidement, je dirais que cet ouvrage, il pose rien de moins que la question fondamentale de l'ordre social, économique. C'est-à-dire, comme vous le savez, le capitalisme est un système de production qui a une caractéristique spécifique, à savoir que les relations sociales en son sein, qui travaille pour qui, pour reprendre le titre d'un ouvrage classique des années 70, qui travaille pour qui travaille pourquoi, qui bénéficie du travail des autres, ces questions-là qui sont évidentes, sont finalement très obscurcies par ce qui se passe. Parce qu'il y a plein d'entreprises, parce qu'il y a plein de marchés différents, parce qu'il y a plein de salariés, qu'on a divisé le travail entre les salariés, on a divisé les chaînes de valeur tout au long de la production. Et qu'en fait, le moindre objet qui nous arrive ici est passé entre des centaines de mains et sans doute des milliers de cerveaux. Et donc, en restituer les origines et ce qui en fait la valeur, ce qui a conduit certains à dominer d'autres au cours de ce processus de production, est quelque chose qui est largement occulté par la complexité du capitalisme contemporain. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait tendance à oublier, bon, pour des raisons évidentes, c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui était là au Moyen-Âge, dans les présents, mais on a tendance à mésestimer le fait que c'est quelque chose d'original dans l'histoire de l'humanité. Puisque les modes de production antérieurs, je caricature un petit peu, mais enfin,
le mode de production féodal, pour le dire rapidement, et reprendre des terminologies marxistes qui sont l'objet de débats, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais au moment du Moyen-Âge, eh bien, vous aviez des gens qui travaillaient leur terre et qui, dans la semaine, dans le mois, avaient des jours de travail obligatoires pour le suzerain. Donc il était très clair de savoir quand vous travaillez pour vous, dans votre espace, dans votre parcelle, et il était très clair de savoir quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre. C'était un travail gratuit, une corvée, et on faisait le rapport entre les deux, et on savait quand on était exploité, à quel moment de la journée ou de la semaine on était exploité, et on savait à quel moment on travaillait pour soi. Le capitalisme, évidemment, c'est pas ça. Vous êtes payé à la fin du mois pour un travail salarié que vous avez accompli, pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir un, on reviendra dessus. Et ce travail salarié, évidemment, a conduit à un profit. Et donc s'il reste du profit après votre travail, c'est bien que vous n'avez pas été payé à la valeur du travail. Mais vous ne savez pas exactement quelle est la valeur de l'un ou de l'autre et comment c'est réparti entre salariés, etc., etc. Et donc, un des enjeux que pose cet ouvrage, c'est d'essayer de se demander quel fil il faut tirer pour comprendre concrètement, empiriquement, matériellement, les rapports d'exploitation aujourd'hui, les rapports de force en fait, entre les personnes. Le fait que tout le monde n'est pas égal pour dire « je travaille à tel prix ». Certains sont plus égaux que d'autres, pour reprendre une expression classique. Mais certains ont la capacité à fixer le prix de leur travail, et ce, souvent au détriment d'autres. Et ce qu'on voit dans cet ouvrage, ce que tu nous montres, de manière, je dirais, extrêmement rigoureuse et fine, c'est qu'il y a 4 fils à tirer dans le capitalisme contemporain. Le premier est sans doute le plus évident, parce que c'est celui autour duquel s'est construite la classe ouvrière et l'ensemble des revendications associées au salariat de masse. C'est le rapport salarial d'exploitation. Rapport qui, je pense pour beaucoup ici, tient de l'évidence si je parle d'exploitation salariale. Bien sûr qu'à la fin de votre journée, vous avez fait 8 heures et que vous avez été payé une certaine somme, vous avez produit une autre somme généralement plus élevée sinon la boîte elle coule, et donc logiquement vous avez été payé qu'une partie de votre temps de travail. Vous avez travaillé gratuitement 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure pour votre employeur. Tout le débat est évidemment de calculer ça, c'est très compliqué, on pourra revenir dessus empiriquement, mais l'exploitation elle est salariale. Mais si c'était que ça encore, on arriverait à calculer le prix des objets, on arriverait à comprendre qui domine qui assez facilement et intuitivement. Ce n'est pas le cas, parce que à ces logiques salariales se superposent des logiques, y compris entre entreprises, la sous-traitance. Toute entreprise n'est pas libre de fixer ses prix de manière autonome. Certaines entreprises contrôlent l'activité d'autres, fixent des prix particuliers, rognent leurs marges, sont des déterminants dans les rapports de force, enfin, en tout cas ont un rapport de force à l'égard d'autrui. Donc au rapport employeur-salarié s'ajoutent des rapports inter-entreprises de sous-traitance, lesquels ne vont pas non plus épuiser les rapports de force du capitalisme, parce qu'il faut compter un troisième rapport de force, celui de la rente. Le propriétaire sur le locataire. Évidemment, le locataire peut être salarié ou travailleur indépendant et payé à un propriétaire. Mais c'est le cas aussi des entreprises, qui sont dans ces mêmes rapports de rente, chaque entreprise n'étant pas propriétaire de ses murs, dégageant une partie de sa plus-value, enfin distribuant une partie de sa valeur à des propriétaires qui sont ailleurs, parfois très loin. Ces 3 rapports ne sont pas suffisants. Il n'y en a que 4, hein. Vraiment prenez votre mal en patience. Il y a un 4e rapport de force qui est important à avoir en tête. C'est le rapport de crédit. C'est-à-dire le fait que pour mener une activité économique, disposer d'une mise de départ, ou pouvoir renouveler un matériau, une infrastructure, une machine, vous avez besoin de passer par un capital financier qui va vous prêter de l'argent contre intérêt. Et donc lui aussi, ce capital financier va capter une partie de la valeur produite au nom du remboursement de l'argent qu'il vous a prêté. Ces 4 rapports de force, ce que nous montre le livre, ce sont les 4 qui sont structurants aujourd'hui dans le capitalisme contemporain. Et donc, ce sont les 4 rapports de force qu'on doit penser si on doit mener la lutte anticapitaliste. Parce que bien sûr, je disais, on est anticapitaliste. Et pour toutes les raisons possibles du monde. Oui, nous pensons que le capitalisme n'est pas efficace pour résoudre les problèmes économiques du siècle. Oui, nous pensons qu'il n'est pas moral pour garantir un régime de justice entre les individus. Nous pensons qu'il est autodestructeur et qu'il n'a pas cette dynamique qu'on lui prête pour évoluer et faire l'histoire. Nous pensons qu'il empêche la réalisation de l'être humain par son activité productive, par son travail. Toutes ces raisons-là, chacun a aussi sa sympathie et ses ressentis personnels qui le conduisent à lutter contre le capitalisme. Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours avec le drapeau avec les 4 trucs dessus. Mais tout le monde, par anticapitalisme, doit bien saisir que le capitalisme passe par ces 4 fils. Et ces 4 fils sont invisibles à l'œil nu. Ils ne peuvent être saisis que par un travail empirique et de recherche que tu conduis là, et que vous conduisez aussi toutes les deux, et vous allez revenir dessus. Du coup, ça nous pose une série de questions. La première, sur laquelle je te laisserai répondre après,
parce que tu donnes des éléments dans le livre, c'est évidemment de savoir comment tout ça peut marcher sans s'écrouler. Comment ça se fait que des millions d'entreprises, de propriétaires, d'acteurs du capital financier et de salariés agissent chacun de son côté et que tout tient. Alors tu nous montres qu'il y a des institutions qui sont à l'œuvre et que c'est grâce à ça que ça tient. Et si ça tient grâce à ça, c'est peut-être là qu'il faut les regarder politiquement pour savoir ce qu'il faut changer. Première interrogation, est-ce que tu pourras revenir sur ces institutions du capitalisme sur lesquelles il faut diriger notre activité politique? La deuxième interrogation, c'est que ces 4 rapports, ils invitent peut-être à penser le sujet révolutionnaire aujourd'hui. Qui sont les gens qui se font étrangler par les 4 à la fois, qui subissent un rapport d'exploitation, de rente, de crédit, de sous-traitance? Est-ce que ça nous amène à repenser aussi les acteurs avec lesquels il faut s'allier? Quelle est la base sociale d'un mouvement révolutionnaire face à ce capitalisme, si jamais ça excède strictement le monde du salariat? Et peut-être une troisième question, c'est celle de la place des réseaux. Parce que vous le savez, nous on travaille beaucoup sur le lien entre les réseaux et les phénomènes révolutionnaires. Parce qu'on part d'une analyse qu'on peut discuter, sur laquelle dans beaucoup de pays, du Brésil au Liban, passant par les Gilets jaunes en France, c'est souvent lorsque les réseaux de communication ou de distribution ou de logistique sont rompus entre les individus que des mouvements révolutionnaires se construisent. Que ce soit une taxe sur WhatsApp dans certains pays, qui coupe les gens de leur famille et de leurs commandes en fait, économiques de droit privé, c'est-à-dire commander de la nourriture à côté et aller s'en servir directement derrière. Que ce soit la hausse du prix d'un ticket de bus, dans le cas brésilien, qui du coup vous coupe de l'accès à votre emploi, à votre famille et à vos réseaux de stabilité. Que ce soit la hausse du prix du carburant, dans des secteurs, des territoires où ça revient à la mort sociale de l'individu faute d'alternative pour exister, se déplacer. Bref, la manière dont tu nous montres qu'il y a des chaînes de valeur qui circulent au long de la rente, du capital financier, de la sous-traitance et de l'exploitation, est-ce que ça nous permet de comprendre quels sont les réseaux aujourd'hui de fragilité de l'ordre social? Par où ça passe? Est-ce que la logistique, par exemple, n'est pas un des secteurs qui concentre tout ça en un seul endroit et du coup, ça explique pourquoi c'est un des lieux où les bascules se font vite, des mouvements révolutionnaires. Bon, et après, on aura l'occasion d'avoir une discussion, peut-être sur les alternatives. Mais je te laisserai en dire un mot, puisque tu avances des éléments qui sont hyper intéressants, notamment sur le rôle des algorithmes aujourd'hui, dans les rapports de force, dans la capacité à penser un socialisme qui ne soit pas bureaucratique. Il n'y a pas des gens avec un petit Gosplan, ils ont leurs règles, leurs stylos, et puis ils calculent combien vous allez avoir de grammes de chaque produit. Et en même temps, c'est pas un marché, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter et de vendre des produits et de subir la hausse des prix lorsque vous avez besoin de quelque chose. Et donc tu reviendras peut-être là-dessus, sur les logiques d'émancipation qui sont à l'œuvre dans l'après-capitalisme, et comment cet après-capitalisme, on a les outils pour le penser et l'organiser. Marlène, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, merci. Je suis très contente d'être ici pour discuter ce livre. J'espère que mes feuilles ne vont pas s'envoler. Alors, c'est un livre très intéressant que je vous invite vraiment à lire et à... Merci beaucoup. aller chercher à la librairie. C'est un livre très intéressant qui se donne pour objectif de remobiliser la notion d'exploitation pour comprendre les relations de domination qui existent dans la société et de montrer la fécondité de cette notion marxiste d'exploitation. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'à la fois tu t'inscris, j'ai l'impression, dans une filiation clairement marxiste, mais en même temps tu prends certaines libertés, tu fais certains pas de côté par rapport à ce que serait une définition complètement orthodoxe de l'exploitation, et tu nous donnes du coup des billes pour essayer de comprendre les formes contemporaines de l'exploitation dans lesquelles on est tous pris et qui surtout lient, et donc c'est l'interrogation, l'énigme un peu centrale du livre, cette exploitation qui relie des individus qui sont exploités à certains coûts dans certains espaces de la planète à l'autre bout de la planète, des gens qui engrangent des profits. Et donc une des questions que tu poses, et qui est, je trouve, un des fils rouges du livre, en tout cas, et un des fils que tu essayes de dévoiler, dont tu essayes d'exhiber les ressources, c'est de montrer qu'est-ce qui relie une femme de ménage qui travaille dans un hôtel, qu'est-ce qui relie un travailleur qui travaille dans un entrepôt Amazon, qu'est-ce qui relie tous les salariés ou tous les sous-traitants qui travaillent au quatre coins du monde, et puis des patrons qui accumulent des profits, qui peuvent se trouver très proches des gens qui sont exploités ou à l'inverse très très loin. Donc cette exploitation qui s'étend sur la totalité du globe et qui peut tenir ensemble des gens qui ne se croisent jamais, qui ne se rencontrent jamais, qui ne se connaissent pas, qui ne sont même pas sur les mêmes continents, les liens qui les unissent, tu proposes de dire que ce sont des liens d'exploitation et tu proposes de travailler le concept d'une manière à ce qu'on puisse comprendre ce qui fait qu'il y a un lien entre ces gens. Alors,
la question, enfin moi, l'angle sous lequel on m'a demandé de t'interroger, l'angle sous lequel j'ai lu le livre, c'est sous la question de la finance, parce que précisément les profits financiers, c'est encore plus peut-être que les profits industriels, des profits où les acteurs qui engrangent des profits sont très 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 loin des gens qui travaillent, des gens qui sont exploités et des gens qui produisent de la valeur. Donc dans le cas des profits financiers, c'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas, ce fil est extrêmement long, prend des chemins extrêmement variables. Il y a une partie du fil qui est parfois cachée, qui passe par des comptes offshore. Donc c'est très difficile de retrouver le lien qui unit les gens qui travaillent, des acteurs financiers qui accumulent des profits financiers. Alors dans le livre, pour dire très rapidement et peut-être trop schématiquement ce que tu dis au sujet de la finance, donc tu montres évidemment que la finance n'est pas juste un secteur, mais que c'est bien un mécanisme de captation de profit et que la finance transforme, donc les profits financiers sont bien le résultat de l'exploitation, la finance transforme le temps de travail d'autrui en revenu monétaire pour ceux qui possèdent du capital financier. Et donc tu t'inscris, j'ai l'impression, en tout cas tu m'arrêteras si je me trompe, tu t'inscris en contre, dans une logique pour le coup marxiste, tu t'inscris contre une lecture qui opposerait la finance d'un côté et l'économie réelle de l'autre, en montrant que bien évidemment les profits financiers, comme les autres profits, sont des profits qui, eux aussi, font fond sur l'exploitation. Et c'est, en fait, les 3-4 questions que je voudrais te poser, c'est toutes des déclinaisons de cette même question. Est-ce que vraiment, on peut dire que les profits financiers font bien fond sur des rapports d'exploitation ? Et est-ce que tu peux peut-être détailler certains de ces aspects ? Et je fais quand même tout de suite une précision, c'est que c'est très sympathique de ta part d'accepter de répondre à ces questions, parce que la finance, t'en parles dans le livre, mais c'est pas le cœur de l'ouvrage. Donc il y a plein de pistes pour quand même penser les profits financiers, mais c'est pas complètement le cœur du travail. Donc là, je t'interroge un peu peut-être sur les marges du livre et sur le bout du livre. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire du coup ? Tu dis, à juste titre, et c'est intéressant, qu'il y a une pluralisation des formes d'exploitation, il n'y a pas une seule forme d'exploitation, et tu t'opposes à l'idée marxiste selon laquelle l'exploitation salariale serait la seule forme d'exploitation possible, et serait la forme d'exploitation en dernière instance qui expliquerait en quelque sorte toutes les autres. Et donc c'est intéressant parce que les profits financiers, ils ne sont pas tous directement... c'est pas si évident de les relier à chaque fois directement au travail. Et donc, je voudrais t'interroger d'abord sur les différentes sortes de profits financiers et sur la manière dont on peut ou non les relier au travail. En fait, les profits financiers, on peut considérer qu'il y en a de 3 types. Il y a d'abord les prélèvements sur les profits d'entreprise. Donc ça, c'est par exemple, si vous avez un actionnaire qui est un financier, il prélève de fait une part des dividendes, il prend une part des dividendes et donc ça devient des profits financiers. Là, dans ce cas-là, on voit très bien le lien avec le travail. Les gens travaillent, une part de leur travail est confisquée sous forme de dividendes et puis la personne qui est donc le financier qui possède l'entreprise, du coup, récupère une part de ses profits. Là, le lien avec le travail, on le voit très bien. Il est facile. Il y a un autre cas de profits financiers dans les prélèvements sur les profits d'entreprise, c'est quand une banque prête de l'argent à un patron, et donc là l'entreprise va devoir rembourser cette banque, et là c'est pareil, ce sont des profits financiers pour le banquier, mais on voit aussi assez bien le lien avec le travail, c'est-à-dire qu'une fois que tous les profits issus du travail sont engrangés et réunis, une part va à la banque, une part reste auprès du patronat industriel. Donc c'est une sorte de partage entre patronat financier et patronat non financier de la plus-value. Là c'est pareil, le lien avec le travail apparaît très clairement. Mais il y a 2 autres types de profits financiers sur lesquels justement je voulais t'interroger, dont tu parles dans ton livre et sur lesquels je voulais t'interroger, des profits qu'on peut appeler profits d'aliénation, qui sont une autre forme d'emprise de la finance sur nos vies, qui sont toutes les fois où le secteur financier nous ponctionne directement sur nos revenus, c'est-à-dire quand vous mettez de l'argent à la banque et que vous êtes obligé de payer pour votre carte bancaire, que vous êtes obligé de payer quand vous avez des agios, quand vous faites assurer votre maison et que du coup, toutes les assurances, en fait, alors heureusement en France, pas les fonds de pension, mais si nous étions dans un système de retraite par capitalisation, toutes les fois où vous êtes obligé aussi de mettre de l'argent dans un fonds de pension, en fait, toutes les fois dans votre vie quotidienne où vous avez affaire à des institutions financières et où la finance vous saisit en quelque sorte, non pas comme travailleur, mais comme ménage, et où elle prélève directement une part de votre argent, une part de ce que vous possédez, pour alimenter des profits financiers. Et puis, avant de te poser la question, une 3e forme de profit financier, c'est ce qu'on pourrait appeler des profits politiques. Et là, ce sont en fait tous les mécanismes dont on entend régulièrement parler de
qui passent en fait beaucoup par l'impôt et de subventions publiques, si je puis dire, au secteur financier, qui sont en fait toutes les formes d'exonération fiscale des opérations financières, où en fait par nos impôts, nous participons à alimenter des cagnottes de profits financiers. Et là, la finance a une emprise sur nos existences, non plus en tant que travailleurs, non plus en tant que ménage, mais en tant que contribuable. Et c'est en tant que contribuable qu'une troisième fois, on émarge, on alimente le fonds des profits financiers. Donc ma première question, c'est dans le cas de ces profits d'aliénation et de ces profits politiques, même si même si dans le livre, Ulysse précise bien qu'il n'adhère pas complètement à la théorie de la valeur travail et encore une fois à l'idée que l'exploitation salariale serait la seule et unique forme d'exploitation en dernière instance. Mais comment est-ce qu'on peut faire le lien entre cette manière dont la finance nous saisit comme contribuables et comme ménage et nous contraint à alimenter les profits financiers et le travail et ce concept d'exploitation et de travail dont tu penses qu'il nous permet de vraiment... est-ce que ça permet de penser ça aussi, ou est-ce que en fait là c'est un moment où la notion d'exploitation ne permet plus complètement de le penser? L'autre question que je voulais te poser aussi sur la question donc, de la finance, c'est... Donc on a dit que, je vous ai dit, un des fils rouges du livre, c'est vraiment de montrer comment est-ce que le travail d'un salarié est relié par beaucoup de médiation à des profits qui arrivent dans la poche d'une personne qui peut se trouver très loin de la personne qui travaille. Et la question que je voulais te demander, c'est que tu insistes un petit peu sur les médiations institutionnelles qui permettent de relier ces travailleurs exploités aux personnes qui accumulent des capitaux, donc là dans le cas que je prends, donc des financiers, mais pas complètement sur les conditions juridiques et sur les conditions techniques de lien entre les travailleurs exploités et les financiers. Et je voulais t'interroger sur ça parce que, par exemple, dans le cas de la finance, mais pas seulement, il y a énormément d'innovations technologiques et d'innovations techniques qui rendent possible le fait qu'à un bout de la planète, on travaille et à l'autre bout de la planète, on s'enrichisse. Par exemple, il y a plein d'exemples dans le secteur financier, mais le trading haute fréquence, où il y a plein de technologies financières qui reposent sur des infrastructures numériques, par exemple. Il y a aussi plein de techniques de profit financier qui reposent sur des montages juridiques qui ont été légalisés au fil du temps. Et donc là, c'est pareil, ces conditions juridiques ou ces conditions techniques, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et est-ce qu'il y a pour toi dans l'exploitation au XXIe siècle des conditions techniques sur lesquelles il faudrait particulièrement insister et qui participeraient à façonner ce qu'est l'exploitation contemporaine qu'on rencontre? Une troisième question que je voulais te poser, toujours donc dans l'idée d'interroger... je suis dans mon temps là, hein? Ok. Toujours dans l'idée de... Planifier étroitement et tout. Voilà. Exactement, parfait. On me l'a dit il y a 1 minute, non, c'est pas vrai. Oui, une troisième question que je voulais te poser sur la question de la finance, c'est que une manière dont la financiarisation se déploie dans nos sociétés, et du coup là aussi quel lien est-ce qu'on peut faire avec l'exploitation? Donc une manière dont la financiarisation se déploie dans nos sociétés, c'est donc avec ces 3 formes de profit dont je vous ai parlé, mais c'est aussi en convertissant des espaces qui ne sont pas encore des espaces financiarisés en espaces financiarisés. Donc, par exemple, une forêt qui jusque-là était un bien commun, le bien de la municipalité ou le bien de personne, tout d'un coup, une série de lois décide que ça peut devenir un actif financier et donc elle est vendue et donc elle est exploitée et puis elle peut ensuite être revendue. Et donc, c'est ce que David Harvey appelle l'accumulation par dépossession, mais il n'y a pas... je cite David Harvey parce qu'il est assez connu et que cette notion d'accumulation par dépossession est assez connue, mais globalement, l'idée est plutôt que la finance prospère en essayant d'étendre toujours plus le champ des actifs. Et donc, le développement des acteurs financiers ces 30 dernières années, ça a été d'abord de financiariser les grandes entreprises, et puis les petites et moyennes entreprises, et puis l'immobilier, et puis la santé, et puis le vivant humain et non humain. Et donc, et puis on peut même imaginer dans les fantasmes les plus fous de Javier Milei que même les organes puissent devenir des actifs financiers. Donc en fait, l'idée, c'est que des espaces toujours plus grands du monde et des biens qui nous entourent puissent devenir des supports de profit financier, mais aussi des supports spéculatifs. Et donc là, je voulais aussi t'interroger là-dessus, parce que quand la finance fait ça, quand la finance transforme des espaces non financiers en espaces financiers, ça lui donne accès elle s'enrichit de 2 manières. Elle s'enrichit d'abord parce qu'elle va faire travailler des gens dans ces espaces, et donc ça va lui donner accès à de la plus-value. Là, on est complètement dans le cadre, le concept d'exploitation que tu proposes permet complètement de comprendre ça. Mais elle va aussi s'enrichir en spéculant sur ses biens et en gagnant de l'argent
en générant de la plus-value, en générant une différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et donc, c'est pas exactement le même mécanisme que de s'approprier des profits. C'est vraiment spéculer sur la valeur même de la chose qu'on achète. Si je devais prendre une comparaison, c'est exactement comme s'enrichir grâce au loyer qu'on touche d'un appartement ou s'enrichir en vendant et rachetant des appartements et en empochant la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc là aussi, c'est logique spéculative. C'est logique à la fois d'extension du champ des actifs et c'est logiques spéculatives qui sont au cœur du secteur de l'activité financière. Est-ce que vraiment on peut en rendre compte avec le concept d'exploitation et comment est-ce qu'on peut faire pour leur appliquer ce que tu proposes, qui est une comptabilité en travail? Est-ce que pour ces activités-là aussi et pour ces enrichissements-là aussi, la comptabilité en travail que tu proposes dans ton livre peut fonctionner? Et c'est pas, encore une fois, c'est pas par plaisir de parler de la finance, c'est que de fait, une part importante des profits aujourd'hui sont des profits financiers. Donc c'est important du coup de savoir comment ça marche et de voir aussi de voir quel lien on peut faire entre ces profits financiers et le travail. Et puis la dernière question que je voulais te poser, qui est peut-être un petit peu plus directement politique, c'est que l'allongement de ces chaînes entre les personnes qui travaillent et puis les personnes ou les groupes sociaux qui accumulent des profits, cet allongement de ces chaînes, elle produit évidemment des effets politiques et notamment des effets d'invisibilisation de la personne qui est au bout de la chaîne et de la personne qui s'enrichit. Je vais juste vous donner un exemple. Alors, dans le cas du secteur financier, c'est encore plus net. Je vous donne juste un exemple qui est l'exemple des opérations de LBO. Dans une opération de LBO, un acteur financier achète une entreprise, mais il achète l'entreprise non pas avec de l'argent qui est à lui, mais avec de l'argent que la banque lui a prêté. Et cet argent que la banque lui a prêté, elle n'a pas gardé la créance pour elle-même. Elle a ensuite, instantanément après lui avoir prêté l'argent, revendu la dette sur des marchés secondaires où la dette a été achetée par toute une série de hedge funds très compliqués. Donc dans cette entreprise financiarisée, quand les salariés se mettent en grève et disent « on voudrait parler au patron », en fait le problème c'est que qui est le patron? C'est-à-dire que le patron de l'entreprise va dire... Le PDG va dire « Attendez, moi je dépends complètement de mon conseil d'administration, je suis sous pression de mon conseil d'administration, allez voir le conseil d'administration. » Et le fonds d'investissement qui est à la tête du conseil d'administration va dire « Moi je suis sous pression de la banque puisque de toute manière c'est pas mon argent que j'ai placé pour acheter cette entreprise, c'est la banque. » Et puis la banque va dire « De toute façon nous on n'a plus la créance. » Et donc la créance elle est partie à droite à gauche. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de gens qui s'enrichissent au bout de la chaîne, loin de là, mais ça veut dire que ça produit des effets d'invisibilisation. On a l'impression que ceux qui s'enrichissent sont comme masqués, cachés derrière des écrans de fumée et qu'on n'arrive pas à savoir qui est celui qui profite directement de notre travail. C'est un peu le propos du film Louise Michel, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Yolande Moreau, où ils cherchent leur patron tout au long du film et à la fin ils arrivent sur une boîte postale et en fait ils ne savent plus, ils n'arrivent pas à identifier en fait qui est le patron réellement. Et donc, la question que je voulais te poser, c'est de ton point de vue, quel effet cet allongement, ces fils si longs de l'exploitation et leur allongement récent, quel effet ça produit politiquement? Et même si, évidemment, ton livre est aussi une partie de la réponse, puisque rien qu'en le lisant et en comprenant, du coup, que les fils ont beau être longs, il y a bien au bout de l'accumulation de profit, il y a bien de l'exploitation d'un côté et de l'accumulation de profit de l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour rendre plus visible le bout de ces fils et notamment ceux qui et pour identifier plus nettement ceux qui accumulent ces profits. Et puis j'avais une toute dernière question qui sort un peu de la question de la finance. Donc c'est pas un livre de sociologie. Je crois qu'on peut dire que c'est pas un livre de sociologie, t'es d'accord? Oui, c'est un livre je dirais de philosophie, un peu d'économie, mais plutôt de philosophie. C'est l'impression que ça m'a... Je sais pas comment tu situerais je sais comment tu te situerais toi disciplinairement, mais le livre lui-même en tout cas, c'est pas un livre de sociologie. Et la question que je me suis posée, c'est que quand on est sociologue, ce qui est mon cas, mais là c'est peut-être une question un peu disciplinaire, est-ce que tu aurais une sorte de guide méthodologique sur la manière dont on peut enquêter sur des rapports d'exploitation. Parce que ce qui est très difficile quand on est sociologue, c'est qu'on veut un peu se donner la charge de l'administration de la preuve et qu'on veut faire preuve peut-être d'une forme de pragmatisme radical par moment et qu'on veut enquêter au sens fort de l'enquête, au sens deweyien de l'enquête ou des enquêtes comme peuvent en pratiquer des gens comme Daniel Seyfaï ou Alain Cotreau. On se dit qu'on veut décrire seulement ce qu'on voit, décrire des relations qu'on peut observer et qu'on ne veut pas raconter n'importe quoi et que du coup, il faut qu'on se donne sans cesse, qu'on s'efforce d'administrer sans cesse la preuve. Et c'est très difficile de travailler sur l'exploitation puisque l'exploitation, comme tu le dis très bien, ça ne s'observe pas puisqu'encore une fois, c'est une relation qui met en lien des gens qui ne se croisent jamais,
Donc, quelle trace empirique, qu'est-ce que serait un guide, une sorte de guide pour l'enquête sur l'exploitation, et quelles sont les traces empiriques que laisse l'exploitation? Est-ce qu'il faut se tourner vers des traces juridiques, vers des traces comptables? Voilà, qu'est-ce que, même si voilà, là, tu es un peu en dehors, c'est une question qui est un peu en dehors de ta discipline à toi, mais pour nous autres, est-ce que tu aurais des choses à nous proposer pour travailler sur l'exploitation? Merci beaucoup, Marlène, pour ces questions extrêmement stimulantes. Et auquel on va adjoindre une autre série de questions tout aussi extrêmement stimulantes avec Anna. Merci Adrien. Alors moi, j'aurais pas autant de questions, mais j'aurais 3 points que je vais essayer de développer. Et juste pour rebondir sur ta dernière question et tes dernières remarques, Marlène, je pense que c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ton ouvrage, Ulysse, c'est que c'est vraiment un ouvrage philosophique, déductif, où on pousse vraiment le raisonnement de manière extrêmement solide et on interroge vraiment les concepts, et on interroge les limites aussi des concepts qu'on utilise, et donc ça renouvelle vraiment notre compréhension de justement ce que c'est que l'exploitation, ce que c'est que le capitalisme aussi, et on n'est pas du tout dans un ouvrage de sciences sociales avec une accumulation de faits qui peut parfois être assez ennuyante. Non mais je suis économiste, donc je ne suis pas philosophe, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a plu aussi dans ton livre, c'est qu'on est vraiment dans un raisonnement extrêmement serré et solidement construit, quoi. Donc, la première remarque, la première chose que dont je voudrais parler, donc moi, je suis plus économiste des marchés, et en fait, dans l'ouvrage d'Ulysse, donc c'est un ouvrage qui porte sur l'exploitation, mais c'est aussi un ouvrage qui réarticule l'exploitation au capitalisme dans son ensemble. Donc je vais m'expliquer. Donc en fait, pour moi, tu proposes en fait une nouvelle justification de l'exploitation capitaliste. Dans le marxisme traditionnel, l'exploitation capitaliste, elle est articulée au développement des forces productives. En fait, les exploiteurs sont ceux qui parviennent, dans la sphère productive, à développer, à améliorer les forces productives. Et c'est ça la fonction du capitalisme chez Marx, c'est qu'en fait, c'est un stade de l'histoire qui va permettre de développer une forme d'abondance dans les moyens de production, développer les technologies, etc. Et finalement qui va permettre à terme d'arriver au socialisme. Donc on doit en passer par là pour arriver au socialisme. Et donc dans le marxisme, le moteur, il y a un moteur économique à l'exploitation. L'exploitation, c'est pas purement de la domination. Il y a aussi les capitalistes qui sont contraints par le rapport concurrentiel et donc ces capitalistes doivent développer les forces productives, améliorer les forces productives, développer les technologies, industrialiser, etc. Pour parvenir à capter du travail, de ce que Marx appelle de la survaleur. Et en fait, toi, Ulysse, tu te débarrasses complètement de cette idée-là parce que tu montres que, justement, les rapports d'exploitation sont beaucoup plus larges que ces rapports entre patrons et salariés au sein de la sphère productive et au sein de la sphère industrielle. Et donc, tu montres, comme vous en avez déjà parlé, qu'il y a des rapports d'exploitation avec des rentiers, il y a des rapports d'exploitation avec les financiers. Donc, en d'autres termes, il y a des rapports d'exploitation avec des personnes et des entreprises qui ne développent pas du tout les forces productives, mais qui jouissent d'une position de domination parce qu'ils détiennent des actifs particulièrement stratégiques et donc ils sont en mesure de capter le travail des autres. Mais donc ils n'ont pas cette fonction-là de développer les forces productives. Et puis il y a aussi ce que tu proposes, qui est une idée peut-être un peu provocatrice, je ne sais pas, mais en tout cas un peu différente de la conception traditionnelle de l'exploitation. Pour toi, il y a aussi l'exploitation entre salariés. Donc quand on regarde par exemple les salariés du Nord par rapport aux salariés du Sud, la quantité de travail appropriée par les salariés du Nord est bien supérieure à celle des salariés du Sud. Donc en fait, au sein même de la classe salariale, il y a de l'exploitation. Et donc, en même temps, tu reconnais quand même que le capitalisme, même si il n'articule pas nécessairement l'exploitation à ce développement des forces productives, il opère quand même une fonction économique particulièrement efficacement. Et cette fonction économique, c'est pas celle donc de l'industrialisation du développement des forces productives, c'est celle de la coordination que tu définis comme la gestion cohérente de l'interdépendance des activités économiques.
En gros, ce que tu dis, c'est que même si le capitalisme distribue de manière très inégale les revenus comparativement au travail fourni par chacun, donc en gros, même si structurellement, il y en a qui s'approprient le travail des autres, en même temps, le capitalisme est capable, à travers ses rapports marchands au sein desquels l'exploitation advient, il est capable de satisfaire le plus grand nombre de besoins solvables possible. En fait, il est capable de proposer une allocation rationnelle des ressources compte tenu de la distribution des revenus. C'est-à-dire qu'en gros, les besoins exprimés par les gens sur le marché, le capitalisme est capable d'y répondre et de mobiliser les ressources de la façon la plus efficace possible pour répondre au plus grand nombre possible de ces besoins. Okay ? On parle évidemment de besoins solvables, donc principalement du besoin des exploiteurs qui seront surreprésentés sur le marché par rapport aux besoins des exploités. Mais donc il y a quand même cette rationalité économique qu'il faut reconnaître au capitalisme, même si ça se surajoute à ces rapports d'exploitation et à cette injustice structurelle. Et moi, je trouve que cette proposition-là, elle est non seulement originale, elle est aussi un peu courageuse parce que du coup, tu t'en viens à reconnaître la pertinence en fait des analyses des libéraux. Donc, tu parles par exemple de ce que disait Friedman sur le crayon. Friedman, c'était un économiste néolibéral qui louait les vertus du marché et montrer que le capitalisme c'était le meilleur des systèmes possibles en prenant l'exemple d'un crayon et en disant en fait ce crayon il a été produit en mobilisant plein d'entreprises différentes sur la planète et en fait ce serait hyper compliqué de reproduire cette division du travail sans le recours au marché en fait, sans le prix, sans l'incitation économique, sans la propriété privée des moyens de production. Mais je trouve que c'est aussi pertinent de penser en fait cette vertu du marché parce qu'en fait quand on revient sur les expériences socialistes réelles donc du XXe siècle de planification, quand on a vraiment voulu collectiviser les moyens de production et abolir les rapports marchands, on s'est rendu compte qu'en fait ce qui posait problème c'était pas qu'on n'arrivait pas à développer les forces productives, mais c'était qu'on avait du mal à coordonner les activités économiques. C'était ça, en fait, les limites de la planification socialiste et soviétique. Et donc je pense que voilà, c'est d'autant plus pertinent que reconnaître l'efficacité de la coordination marchande permet d'anticiper en fait, les difficultés auxquelles on va se confronter si on abolit les rapports de production capitalistes et le mode de production capitaliste. Alors, mon deuxième point, c'est sur l'articulation entre qui sont les exploiteurs et la coordination. Donc dans ton livre, tu nous dis que quand on est en dehors du marché, souvent ceux qui opèrent la coordination sont aussi ceux qui s'approprient le travail des autres, donc sont aussi les exploiteurs. Donc tu donnes deux exemples pour affirmer ça. Tu parles de la planification soviétique. Et donc dans la planification soviétique, tu dis, je te cite, « C'est bien dans la fonction sociale utile de coordination économique remplie par le bureaucrate que s'ancrait son pouvoir de classe. » Donc c'est parce que c'était lui qui avait en fait l'information sur quelles sont les différentes ressources et comment il faut les utiliser et qu'est-ce qu'il faut produire, etc. C'était en fait ce pouvoir économique-là qui lui permettait en fait de s'approprier le revenu, enfin le travail de la classe laborieuse. Et tu donnes aussi l'exemple de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise où tu dis que les employeurs ont un rôle de coordination qui leur confère en même temps un pouvoir arbitraire et donne lieu ainsi à une forme de domination. Donc en fait, pour toi, quand on sort des espaces marchands, le fait même de produire de la coordination, donc de faire le calcul économique qui permet de savoir comment utiliser les ressources pour répondre aux besoins. Ce travail-là, c'est un travail qui donne lieu à une forme de pouvoir et de domination et d'exploitation. Et en fait, moi, je me suis demandé si t'étais pas, si on pouvait pas articuler justement ce travail de coordination au sein même et d'exploitation au sein même du marché.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette exploitation par la coordination des bureaucrates ou des chefs d'entreprise a également lieu au sein même du capitalisme et à l'endroit même de l'organisation des échanges marchands. Donc plus précisément, ce que je veux dire par là, c'est que plus ça va, plus le capitalisme se développe, plus les marchés s'étendent. Plus les marchés s'étendent, plus on a besoin de dispositifs techniques assez complexes pour organiser les échanges marchands. En fait, on a le prix qui permet effectivement aux entreprises de savoir quoi produire, quand produire, où le produire, etc. Vous avez intérêt à faire mieux après, hein, non mais on mesure, donc une fois qu'Anna a fini, on compte sur vous, hein, ça rigole pas. Mais on a de plus en plus d'entreprises en fait, qui sont les médiateurs des échanges au sein des marchés. Donc on a les commerces, on a les publicitaires, on a les entreprises de marketing, on a les entreprises de la logistique et on a surtout, dernièrement, à l'ère du capitalisme numérique, on a les plateformes numériques qui sont vraiment des grands coordinateurs marchands, des médiateurs des échanges. Et en fait, je me suis demandé si... justement, les exploiteurs au sein du capitalisme aujourd'hui ne sont pas, donc uniquement comme tu le dis, ne se situent pas uniquement dans la sphère industrielle et ne sont pas les patrons des salariés de la sphère productive, mais sont aussi de plus en plus, en fait, à mesure que s'étendent la taille et la complexité des marchés, sont les entreprises qui opèrent la coordination, qui détiennent l'information, qui vendent cette information. Et donc qui permettent aux échanges d'avoir lieu. Mon troisième point, c'est par rapport à ton dernier chapitre où en fait tu proposes de réfléchir de manière spéculative aux substituts possibles au marché. Et donc tu proposes 3 grandes institutions alternatives au marché: la planification, les droits sociaux et les algorithmes. Alors, tu as une définition de la planification assez restrictive, puisque tu dis, en fait, la planification, c'est tout simplement le fait de prendre des décisions centralisées en imposant un but collectif à l'ensemble de la société. Donc, en gros, dans l'histoire, la planification, elle a eu lieu à quel endroit ? Elle a eu lieu pendant la guerre, pour mobiliser l'ensemble de l'économie et de la société pour l'effort de guerre. Donc c'est quand le but de l'effort de guerre prenait le dessus sur l'ensemble des autres buts individuels. Voilà, donc les entreprises capitalistes étaient toutes mobilisées pour cet effort de guerre, pour l'industrialisation, et pour, tu dis, potentiellement, ce qui pourrait être pertinent aussi, ce serait la planification écologique, puisque là aussi, la protection de l'environnement et l'évitement des crises environnementales est une prérogative, est un impératif qui doit prendre le dessus sur les autres buts et besoins sociaux, puisque si on ne protège pas l'environnement, le reste de l'économie risque de s'écrouler en fait. Et donc tu nous dis qu'en fait la planification, en revanche, elle n'est pas très pertinente pour coordonner la diversité des préférences individuelles, des besoins, en tout cas pour tenir compte de cette diversité des besoins individuels et des préférences, et pour utiliser les ressources de la manière, encore une fois, la plus efficace possible pour répondre à ces besoins. Et donc tu proposes d'utiliser les algorithmes d'appariement comme des nouveaux moyens d'opérer ces calculs en fait, d'optimisation économique à la place du marché, donc en fait d'opérer une coordination par le bas comme le marché et non une coordination par le haut comme la planification. Donc, je me suis posé 2 questions à propos de cette division du travail de coordination entre planification et algorithme. La première question, c'est à ton avis, à ton sens, quelle doit être la place du calcul d'optimisation par les algorithmes relativement à la planification. Donc en fait, on peut penser à un socialisme, une économie socialiste, où on décide d'abolir l'exploitation. Donc on décide en fait de dire, on est payé en fonction du temps de travail qu'on fournit, et donc on a une sorte d'égalité radicale comme ça dans la société. Mais en même temps, l'ensemble des décisions économiques est coordonné par un algorithme, et donc par un calcul d'optimisation, en fonction donc
d'optimisation de l'utilisation des ressources pour maximiser la réponse, la satisfaction aux besoins. Mais est-ce que le socialisme, c'est pas justement pas ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas non seulement abolir l'exploitation, mais aussi collectiviser les décisions de production? Donc, quelle place il faut donner à la décision collective qui n'en passe pas justement par un calcul d'optimisation, qui n'en passe pas par la maximisation de la satisfaction des besoins individuels, mais qui, au contraire, tente de avoir une maîtrise collective des décisions de production, et donc une maîtrise politique et non plus une maîtrise uniquement économique basée sur le calcul. Et l'autre question que je me suis posée, c'est en fait, est-ce que tu vas pas un peu vite dans ta définition de la planification, puisque tu l'as définie comme une décision centralisée qui en fait n'est pertinente que si on doit imposer un but collectif à l'ensemble de la société. Et est-ce qu'il faut pas est-ce que la réflexion sur le socialisme, elle ne doit pas justement en passer par comment faire pour que la planification soit démocratique, c'est-à-dire comment faire pour que ces décisions prises à l'échelle collective soient représentatives des besoins et des revendications des individus en fait. Donc comment faire en fait pour politiser la planification et empêcher sa capture par une classe bureaucratique, technocratique ou voilà. Et donc l'exemple très parlant à ce sujet-là, c'est l'exemple de la taxe carbone et des gilets jaunes. Donc la taxe carbone, c'est bien une décision de planification, même si c'est une planification qui utilise le marché qui reste dans un système capitaliste, mais c'est quand même de la planification qui vise à faire baisser la consommation l'émission de CO2 par les individus. Et en fait, cette décision planifiée, prise par l'État, on s'est rendu compte avec les Gilets jaunes qu'elle était complètement, qu'elle bafouait complètement les besoins fondamentaux d'une certaine partie de la population qui était dépendant de la voiture pour se déplacer, etc. Et donc, on a besoin, si on développe la planification, ce dont on a besoin, à mon avis, c'est vraiment de permettre à cette planification d'être représentative des besoins de la population et de tenir compte de ces besoins et de ne pas justement prendre des décisions par en haut de manière non réflexive et autoritaire. Voilà. Et oui, les discussions tentent Oswald, c'est autre chose qu'à côté, je vous dis ça. Bon. Et donc, on va rester sur ce mood-là, que vous avez, espèce d'ordre spontané qui est pas du tout, qui correspond pas du tout à ce qu'on discute, mais c'est pas grave, continuez la spontanéité. Mais on planifiera l'applaudissement suivant. Pour ceci, je vais donc donner la parole à Ulysse, qui va donc répondre à ces différentes interrogations qui portent sur son livre. Tu as donc à peu près 41 questions d'après mon décompte. Tu as 20 minutes, c'est donc moins de 30 secondes par question. J'ai évidemment noté chaque interrogation, donc tout ça, chaque tentative d'échapper à une question, tu seras rattrapé par la patrouille dans les 10 minutes qui suivent, donc tu n'auras pas d'échappatoire. Prépare-toi et bon courage à toi pour nous donner tous les éléments attendus par le public. Merci encore. Merci, vous m'entendez ? Oui. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à Zoé qui a organisé cette table ronde et merci beaucoup aux 3 participants. Quand on a écrit un livre, c'est vraiment une émotion particulière d'avoir des lecteurs. Et le vrai lecteur, parce que le problème quand les gens disent ah oui, j'ai lu ton livre, oui, c'était bien, on ne sait pas s'ils l'ont vraiment lu. Or, quand ils posent des questions
difficiles comme ça, là on sent que non seulement ils l'ont lu, mais ils ont traversé de part en part et qu'ils sont arrivés jusqu'au point qui font difficulté dans le livre. Et ça, c'est une très belle récompense pour un auteur. Donc je suis assez ému d'être exposé à ces questions, et en plus face à ce public qui met une très bonne ambiance. Évidemment, la contrepartie de cette récompense, c'est que donc la vraie récompense, c'est d'être confronté à des questions difficiles, et donc des questions auxquelles, pour la plupart, en fait, je n'ai pas la réponse. Mais je vais sélectionner quelques-unes qui me donnent à réfléchir, et essayer un peu de réfléchir sur les points conceptuels que ça fait ressortir. Et j'espère qu'on pourra ensuite continuer dans le dialogue avec vous cet échange. Donc je vais peut-être commencer par tes questions, Marlène. Parce que il me semble que ça peut bien marcher dans ce sens-là. Mais à nouveau, il y en a beaucoup auxquels je vais... Très bien. Il y en a beaucoup auxquels je vais même pas répondre, mais mais je vais assumer de pas y répondre. Vous allez voir. Donc la finance, elle est abordée dans mon livre, comme l'a dit Adrien, en fait à travers un type de rapport financier qui est très important, mais qui est qu'une partie de ce que fait la finance, qui est le rapport de crédit. Dans ces deux versants, qui sont le crédit aux entreprises productives et le crédit aux ménages. Le rapport de crédit en tant que rapport d'exploitation m'a intéressé parce qu'il permet de donner une autre figure d'exploitation que le rapport salarial, et une autre modalité d'invisibilité de l'exploitation, puisque un des thèmes du livre, c'est comment est-ce que l'exploitation sous le capitalisme est rendue invisible. Dans le rapport de crédit, il y a évidemment un rapport d'appropriation, puisqu'il y a l'intérêt qui est versé. Donc là, il y a un profit qui est retiré, qui n'est pas la contrepartie d'un travail du créancier, mais qui est bien une appropriation. Par contre, ce qui est beaucoup moins visible dans le crédit, si on le compare au rapport salarial, c'est le rapport de pouvoir. Or, un rapport d'exploitation, c'est un rapport d'appropriation, mais aussi de pouvoir. L'employeur donne des ordres aux salariés. Alors, il y a des médiations, il les donne via des règlements, via le management, etc. Mais finalement, c'est quand même... Le capitalisme n'est jamais vraiment parvenu, même avec les nouvelles formes de management, à invisibiliser ce rapport de pouvoir. Le matin, on arrive au travail et on passe la journée à recevoir des ordres de la part de son employeur qu'on est obligé de suivre pour avoir le salaire. Dans le rapport de crédit, il n'y a pas ça. Dans le rapport de crédit, il y a l'apparence d'une liberté plus grande, puisque je dois rembourser mon crédit, mais je ne reçois pas d'ordre de mon créancier. Et c'est particulièrement clair dans le cas du crédit aux entreprises, où c'est juridiquement bien délimité le fait que la banque, en tant que créancière, n'est pas actionnaire de l'entreprise, n'a pas droit de vote sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Est-ce qu'on embauche, est-ce qu'on licencie, est-ce qu'on crée un nouveau site, est-ce qu'on développe un nouveau produit, etc. Et il m'a paru important de montrer qu'il y a bien pourtant un rapport de pouvoir dans le crédit. Et ce rapport de pouvoir, il est intégralement concentré ou en bonne partie, en fait, dans les moments extrêmes de la relation. C'est-à-dire, d'une part, il y a un premier rapport de pouvoir au moment de la sélection de à qui on accorde un crédit et à quelles conditions. Et donc là, il y a vraiment un pouvoir d'exclusion de la part du créancier potentiel sur à qui il va attribuer ou pas un crédit. Ça s'applique aux entreprises et ça s'applique aussi aux particuliers. Et qui dit ce pouvoir d'exclusion dit aussi un espace, dans le cas du crédit aux particuliers, pour les discriminations. C'est-à-dire que il va juger si la tête du client lui revient, et la tête du client, ça peut être, comme on le sait, beaucoup de choses. Donc là, il y a un premier rapport de pouvoir dans ce moment de décision et de décision. Et puis, il y a un autre rapport de pouvoir qui est encore plus invisible, qui est la menace de qu'est-ce qui va se passer si vous ne payez pas votre crédit. Parce que personne ne vous donne d'ordre, sauf que pour pouvoir rembourser votre crédit, vous devez faire un tas de choses. Et c'est le cas évidemment de l'entreprise qui va répercuter la pression des créanciers, comme tu le disais avec l'exemple des LBO, qui est un exemple extrême de pression du crédit, sur les salariés. Et c'est le cas aussi dans le cas du crédit aux ménages, où pour rembourser le crédit, il faut faire attention à sa carrière, il ne faut pas faire grève, etc. parce qu'il faut que le revenu tombe régulièrement. Donc,
moi, c'est cet aspect-là de la finance, du rapport financier, du rapport d'exploitation financier qui m'a intéressé, qui est effectivement un aspect constant de la finance. C'est-à-dire que le rapport de crédit aux ménages et aux entreprises, il existait aussi bien dans le capitalisme fordiste d'il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Quand on parle de financiarisation de l'économie, on parle du développement du crédit, mais on parle autant, voire plus, d'autres aspects de développement des marchés financiers dont tu as plus parlé et dont moi, dans le livre, je parle moins. Et ce qui veut dire que je n'ai pas fait les recherches nécessaires pour pouvoir poursuivre mon analyse. Effectivement, je pense qu'il y a une partie qui est des questions de transfert d'actifs et de gains par dépossession, comme tu disais, qui ne relèvent pas strictement d'une logique d'exploitation. Parce que, tel que, en tout cas, Marx la conçoit et que je prolonge la définition dans le livre, l'exploitation, c'est une question de flux. On regarde tout le travail qui a été fourni par les travailleurs du monde, disons, ou d'un pays dans une année, et qui s'approprie ce travail à la fin de l'année. La question des transferts d'actifs, c'est une question un peu différente, même si évidemment elle est liée, puisque si je possède un actif, ça me donne ensuite le pouvoir d'exploiter des gens à l'avenir. Donc ça, c'est une question un peu différente. Par contre, il y a beaucoup d'autres aspects, il y a d'autres aspects de la finance qui sont liés à l'exploitation et dont le livre aurait sans doute gagné à parler et que j'ai pas fait par manque de compétences, de temps, etc. Peut-être, et en particulier tout ce qui est lié aux dividendes et aux actions. Et donc, effectivement, il y a une certaine modalité du rapport entre l'actionnaire et le salarié qui semble être le simple prolongement du rapport employeur-salarié théorisé par Marx. Après tout, l'actionnaire, c'est le propriétaire de la société. Donc, en un certain sens, c'est lui l'employeur, même si c'est un peu plus compliqué puisqu'il est propriétaire d'une société qui est l'employeur. Mais donc, on voit bien la verticalité du pouvoir. Sauf qu'en fait, ça dépend quand même à la fois de la structure de la société et de la structure de sa propriété. En particulier dans les holdings, qui sont des sociétés qui possèdent d'autres sociétés, on voit que l'actionnariat va avoir plusieurs échelons, et où là aussi, on va avoir une chaîne d'exploitation qui complexifie l'identification de qui est exploité par qui. Et cette complexification se démultiplie dans le cas où on s'intéresse aux actionnaires minoritaires. Dans le cas d'une société qui est possédée par son fondateur, que ce soit une société par action ou pas, la verticale du pouvoir, à nouveau, est assez claire. On a quelqu'un qui possède l'entreprise, qui possède la majorité des parts de l'entreprise, qui touche les profits, qui donne les ordres, qui prend les décisions stratégiques pour l'entreprise. Dans le cas où la propriété est plus dispersée, c'est plus difficile, à nouveau, d'identifier le point du rapport de pouvoir. Et ça, cette question, elle se pose particulièrement avec un phénomène qui, pour le coup, est caractéristique de la financiarisation contemporaine, qui sont les gestionnaires d'actifs, qui sont des sociétés qui achètent pour le compte de leurs clients, donc qui placent l'argent de leurs clients en bourse. Et donc la plus connue, sur laquelle il y a des reportages, etc., c'est BlackRock. Et donc dans ce cas-là aussi, on voit qu'on a affaire à une structure d'exploitation qui est assez sophistiquée, puisqu'on a typiquement des retraités britanniques, américains, canadiens, qui placent leur épargne dans un fonds de pension, qui confie lui-même à BlackRock le soin de acheter des parts dans des entreprises. Et la stratégie de BlackRock, c'est une stratégie de diversification, donc ça consiste jamais, ou je pense quasiment jamais, à prendre des participations majoritaires dans des entreprises. C'est plutôt quelques pourcents dans toutes les grandes entreprises. Et donc là, ça devient très difficile de faire le lien de qui travaille pour qui. Et ça m'aurait intéressé de prolonger l'analyse de la finance, pas que dans le crédit, mais aussi dans cette direction. Voilà. Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais tu me donnes l'occasion de le faire un tout petit peu. Je passe aux questions d'Adrien. Merci beaucoup pour ton résumé du livre que j'ai trouvé limpide. J'aurais aimé pouvoir avoir les idées aussi claires sur mon propre livre quand j'ai commencé à l'écrire. Et tu poses plusieurs questions. Une qui, à nouveau, dont je n'ai pas la réponse, mais qui m'intéresse, c'est cette question du sujet exploité.
la figure, est-ce qu'on pourrait désigner une figure un peu par excellence de qui est l'exploité dans le capitalisme d'aujourd'hui? Ça aurait un avantage analytique, mais aussi bien sûr un avantage politique pour faire de cette figure un peu le support d'un mouvement politique, et que ce sujet exploité, cet objet de l'exploitation, devienne un sujet politique qui revendique la remise en cause de l'exploitation, la transformation des structures qui permettent l'exploitation. Et ce sujet, ce serait pas forcément... à mon avis, la réponse est que c'est très difficile aujourd'hui de désigner un tel sujet. Parce qu'effectivement, on a des agents qui sont plus exploités que d'autres, qui sont soumis à plus ou moins de formes, ou bien à certaines formes d'exploitation plus ou moins intensément. Mais trouver un cas social un agent économique très exploité ne suffit pas à constituer ce sujet comme central dans l'analyse de l'exploitation. Parce que ce qui a permis, à l'époque du capitalisme fordiste, l'émergence d'un tel sujet, c'est la masse qui représentait, pas seulement le fait qu'il était l'ouvrier d'usine, je veux dire, c'était à la fois les potentialités politiques permises par le syndicalisme dans la grande entreprise industrielle, et puis la masse représentée par ce profil de salarié. Et aujourd'hui, on a affaire à une fragmentation des chaînes de valeur, des structures productives et des modalités d'exploitation qui rend très difficile, à mon avis, la désignation d'un sujet unique. Ce qui ne veut pas dire... mais alors, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Il y a des débats à la frontière entre les sciences sociales et les militants, la politique, sur le concept d'intersectionnalité. Comment faire se rejoindre plusieurs luttes. En général, typiquement, on parle de comment faire se rejoindre la lutte économique, de classe, la lutte contre l'oppression patriarcale et la lutte antiraciste. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant à mesure que je réfléchissais sur la complexité des rapports d'exploitation aujourd'hui, c'est qu'en fait, même en s'en tenant purement à la lutte de classe économique, il est très peu question dans mon livre de questions d'oppression, un petit peu de exploitation patriarcale à l'intérieur du foyer, mais assez peu, et très peu d'oppression raciale. Mais même en s'en tenant à ces questions économiques, en fait, on débouche sur une multiplicité de rapports de domination et d'exploitation. Et donc, comme dans les débats sur l'intersectionnalité, à mon avis, ça montre qu'il faut pas être obsédé par l'idée de découvrir le sujet de l'exploitation, mais il faut penser en termes d'articulation de ces différents sujets qui sont exploités de manière différente et dont, on peut le dire aussi, certains sont plus exploités que d'autres. Anna parlait du rapport entre Nord global et Sud global, c'est une évidence, même si c'est très difficile de construire des luttes transversales à différents pays, surtout entre pays riches et pays pauvres. Mais c'est le cas évidemment à l'intérieur d'une économie comme l'économie française, parmi les salariés ou parmi les locataires ou les débiteurs de crédit, certains sont exploités beaucoup plus intensément que d'autres, mais ça n'empêche pas, à mon avis, de chercher une articulation entre ces différentes figures. Et je parlais d'intersectionnalité parce que construire cette articulation est difficile parce que justement, ces différentes figures d'exploités, ça recoupe en partie des différences de genre ou de race. Et il y a un exemple que je cite parfois, dont je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais qui me paraît intuitivement important dans la conjoncture politique contemporaine, c'est la différence entre les propriétaires et les locataires. J'ai entendu une intéressante table ronde sur la question immobilière hier. Et effectivement, on a en France une partie importante des classes populaires qui sont locataires, mais c'est la minorité de la population. Et on a une partie importante qui sont propriétaires, mais qui sont très souvent endettés. Et donc là, on a deux formes différentes d'exploitation, par le crédit et par la rente, qui justifie, à mon avis, pleinement l'idée d'une lutte commune contre l'exploitation, puisque tout ça ne sont que différentes formes d'exploitation. Et en même temps, il faut avoir conscience que du point de vue de l'expérience vécue de l'exploitation, c'est des expériences assez différentes, parce que le rapport à la propriété privée charrie beaucoup de choses en termes idéologiques, mais aussi matériels.
Et ça recoupe, c'est là où je voulais en venir, désolé pour la digression, j'aurais dû écrire cette phrase, ça recoupe des différences géographiques et raciales, puisque c'est plus souvent les blancs sont surreprésentés parmi les propriétaires et les non-blancs sont surreprésentés parmi les locataires. Et donc c'est tentant pour un ménage de classe populaire blanche qui a réussi à devenir propriétaire et qui est en train de rembourser son crédit, de se sentir différent d'un ménage potentiellement plus précaire qui est locataire et qu'on va voir comme différent. Ça, c'est les classes populaires qui n'ont pas réussi ou qui ne sont pas sérieuses, etc. Et donc là, cette fragmentation des modes d'exploitation recoupe en fait des fragmentations dans les classes populaires selon des axes qui sont bien connus des politistes, mais aussi des militants. Donc tout ça pose plus de difficultés que de réponses. Mais à mon avis, il faut assumer cette multiplicité. Assumer cette multiplicité ne veut pas dire ne pas chercher des figures qui peuvent parler aux gens, qui peuvent devenir paradigmatiques, etc. Au moment à l'époque du capitalisme fordiste, la majorité des classes populaires n'étaient pas ouvrières d'usine. C'était une proportion beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, mais ça n'était pas la majorité. Et parmi ceux qui étaient ouvriers d'usine, une partie seulement était ouvrier dans les grandes usines avec les fameuses luttes des chantiers navals, de Renault, etc. Beaucoup étaient déjà chez des sous-traitants, en fait. La question de la sous-traitance était moins thématisée, mais existait déjà. Mais malgré tout, il avait été possible de construire une figure à laquelle pouvaient s'identifier des gens qui n'étaient pas exactement dans cette situation matérielle. Et donc là, il y a un travail proprement politique à faire d'articulation de ces différentes figures, peut-être d'arriver à en dégager certaines auxquelles d'autres peuvent s'identifier, etc. Ça, c'est un travail politique, c'est pas le mien, mais voilà. Et j'ai déjà dépassé mon temps, mais je prends quand même quelques minutes pour répondre aux questions très intéressantes d'Anna. Tu as résumé mon livre d'une manière différente d'Adrien, que j'ai trouvé également extrêmement pertinente, sur la question des forces productives de la... Pour Marx, effectivement, l'exploitation, à travers la notion de rapport de production, elle est greffée et indissociable de la dynamique d'accumulation et d'expansion du capitalisme. Et aujourd'hui, où le capitalisme garde par certains aspects cette dynamique, mais par d'autres aspects devient de plus en plus un capitalisme rentier de stagnation, il me paraît utile de déplacer l'angle d'analyse. Tu poses plusieurs questions hyper importantes. Celle qui me parle le plus, et à nouveau à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est ta dernière question sur quelle est la bonne articulation entre planification et algorithme décentralisé. Disons que mon but dans ce dernier chapitre, qui est un chapitre un peu d'ouverture, puisque le gros du livre, c'est quand même l'analyse du capitalisme, c'est pas la proposition d'institutions alternatives. Mais mon but dans ce dernier chapitre était de inviter à accorder de l'attention à ces mécanismes non marchands de coordination non capitaliste et souvent non marchands de coordination décentralisée, qui pour autant ne relèvent pas de la planification centralisée. Parce que mon impression, c'est que dans les débats sur les alternatives au capitalisme, on se concentre beaucoup sur la question de communautés locales. Donc ça, ce serait l'option zadiste, pour le dire vite, mais ça peut prendre beaucoup de formes. C'est même dans les débats sur l'autogestion, etc. L'idée de reconfigurer les rapports sociaux au niveau local à travers des rapports personnels qui soient plus humains, de respect, etc. Ça, c'est une des voies qui est... Une des options qui est beaucoup discutée dans ces débats-là, et une autre, c'est celle de la planification centralisée à l'ancienne, disons, avec souvent l'idée qu'on pourrait reprendre des éléments de planification centralisée du modèle soviétique en les couplant à un fort contrôle démocratique sur l'organe de planification. Et il me semble que ces algorithmes décentralisés, qui existent déjà dans certains secteurs de l'économie, et en particulier du secteur public, offre un peu une troisième voie, quelque chose qui n'est ni la petite communauté locale avec ses rapports personnels, ni le plan avec son caractère centralisateur très fort et le besoin de se mettre d'accord, que ce soit démocratique ou pas. C'est vrai que dans l'histoire, ça a rarement été démocratique, que ce soit dans les économies de guerre ou dans les économies soviétiques qui, en fait, était fortement influencé par les économies de guerre.
On peut vouloir démocratiser ça, mais dans tous les cas, ça restera centralisé et donc ça s'appliquera mieux au domaine où il s'agit de se mettre d'accord sur un grand but commun. Donc typiquement pour la transition écologique, la planification écologique apparaît comme l'outil adapté. Par contre, pour réorganiser les rapports sociaux dans une multitude de secteurs à long terme, etc., il me semble que ce n'est pas forcément l'outil. Après, le point, simplement la nuance qui me paraît importante, c'est qu'il en existe plein. Ces algorithmes au fond, c'est un terme qu'on utilise un peu en informatique ou pour dire les règles du jeu. Mais des règles de jeu, il en existe plein de possibles. Et donc là, il y a un espace crucial pour la délibération politique collective, pour choisir ces règles. Et donc, dire on met en place des algorithmes ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment politique nécessaire, y compris pour ces secteurs-là, qui seraient gérés de cette manière-là. Mais dans ces cas-là, on assumerait que ce moment politique de délibération, il y a des lignes politiques différentes qui émergent, qui cristallisent des principes différents, des visions du monde différentes, etc. Ce moment ne serait qu'un moment du processus économique et il y aurait un autre moment qui serait un moment non politique. Et ça, cette affirmation-là, elle est peut-être impopulaire à gauche parce qu'à gauche, en réaction, et de manière légitime en grande partie, en réaction au néolibéralisme et à la dépolitisation de l'économie, on a beaucoup revendiqué une repolitisation de l'économie qui est, nous, ce qu'on veut, c'est décider démocratiquement, se réunir et décider, etc. Mais je pense que cette repolitisation, elle a ses limites qu'il faut assumer aussi et que pour la gestion de la coordination à très grande échelle de personnes qui ne se connaissent pas, etc., on ne peut pas tout faire passer par la discussion et par le fait de se mettre d'accord. Il faut, à un moment donné, provisoirement, évidemment, se mettre d'accord sur des règles et laisser fonctionner ces règles. Et moi, je trouve que l'aspect dépolitisant le marché, c'est toute la magie idéologique du marché qui est le terreau de l'idéologie libérale et capitaliste. Ça donne l'impression que ça fonctionne tout seul. Les règles, elles sont là, elles sont fixées, et nous, notre liberté, elle s'exerce qu'à l'intérieur du marché. Évidemment, on lutte contre ça, et en même temps, moi, je pense qu'il faut assumer partiellement, être conscient des vertus paradoxales de cette dépolitisation. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas le temps. L'argument minimal serait de dire parfois on n'a pas le temps de faire une AG de plus pour se mettre d'accord sur quelque chose de plus. Et il faut avoir des règles qui permettent de prendre ces décisions au niveau individuel ou au niveau du collectif de travail, etc. Les rentrer dans l'algorithme et puis l'algorithme nous dit ensuite quelles ressources on récupère ou quelles ressources on doit fournir, etc. Et donc ça ne répond pas à la question de quelle est la bonne articulation entre le moment politique et le moment algorithmique. Mais moi, ce que je voulais tenter de pousser dans ce dernier chapitre, c'est l'importance d'un moment relativement moins politique aussi, qui correspond aussi au moment du privé. C'est le moment de la vie privée, de la décision privée. Évidemment que l'individualisme libéral a tordu l'attrait de ce qui est privé pour défendre le capitalisme et pour défendre en fait que certains intérêts privés vont primer sur d'autres. Mais il me semble qu'il ne faut pas nier, abolir la spécificité de la sphère privée et de la décision privée, y compris en matière économique. Voilà. Merci beaucoup à vous trois pour ces différents éléments qui permettent de réfléchir ensemble et du coup d'ouvrir une discussion plus générale puisqu'on a encore un peu de temps pour faire circuler le micro de manière ordonnée et non spontanée. Puisque là aussi nous avons des règles, notamment les logiques de parité dans la prise de parole, etc. etc. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour tout le monde, donc Guillaume Dehaze, j'habite à Tours. Merci pour ces exposés qui étaient très très enrichissants. Et moi, la réflexion m'amène à dire il y a différents niveaux d'exploitation. Donc on matérialise souvent effectivement le patronat qui exploite le salariat. Mais au final, j'ai l'impression quand même qu'il y a un exploitant un peu suprême au-dessus qui est le banquier, qui exploite en fait a priori tout le monde. Qui exploite le patronat via les crédits qui sont obtenus pour faire tourner les entreprises, qui exploite maintenant l'État, parce que l'État emprunte aux banques,
et qui exploite aussi tous les êtres humains que nous sommes, parce que nous avons probablement tous des crédits pour avoir soit une voiture, soit une maison, etc. Et au final, qui exploite la banque ? Je sais pas. Je sais pas si vous avez la réponse. Et en fait, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'au final, et ça c'est aussi une question plutôt pour Adrien, pourquoi est-ce qu'au final à la France Insoumise, je trouve qu'on ne rentre pas assez dans ce discours-là. Et je crois que tout le monde déteste les banques, et même peut-être les patrons. Et donc du coup, d'aller sur ce sujet-là, et peut-être qu'on a vraiment une carte à jouer, et on pourrait peut-être encore... être encore plus entendu et peut-être aller encore plus loin dans notre militantisme, parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à vouloir toucher à la banque. Voilà, c'est tout. Mince, il a compris que nous étions les représentants cachés de la grande banque. Non, on en prend plusieurs et après on répond, vas-y. Oui. Je voudrais parler de la monnaie, parce que la monnaie elle-même est un moyen d'exploitation. Voilà. Je ne sais pas développer, mais voilà. Bonjour. Merci pour cette conférence passionnante. Merci pour ce livre que j'ai lu avec beaucoup d'efforts, mais à beaucoup de plaisir. J'ai une question, une colle sur ces différentes catégorisations d'exploitation. Moi, je travaille sur des travailleuses, des travailleurs qui sont externalisés par leurs employeurs historiques, du fait de l'intermittence de leur relation de travail, du fait de leur caractère saisonnier, de leur caractère discontinu. Et je veux savoir dans quelle catégorie il faut les ranger. Est-ce qu'ils deviennent auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses ? Et je trouve que, est-ce qu'il faut les traiter un peu dans le cadre de ce que vous dites de l'exploitation économique dans la sous-traitance ? C'est-à-dire prendre au sérieux que c'est des entreprises individuelles qui sont dans des relations de pouvoir et d'exploitation par d'autres grosses entreprises, et donc avoir une vision qui est liée sur les caractères de dépendance économique, ou est-ce qu'il faut regarder ça comme de l'exploitation salariale, avec le détournement en fait des logiques du salariat déguisé, et renvoyer cette question à une définition du salariat qui repose quand même beaucoup sur un critère de subordination qui n'est pas forcément facile à déterminer, et qui met de côté cette question de dépendance économique entre différents acteurs qui interviennent dans une chaîne de valeur. Donc voilà, comme c'est une question dans laquelle je dois répondre à ma thèse, si vous avez une réponse, ça m'aiderait beaucoup. Sachant qu'il faut répondre vite puisqu'il soutient en 2026. Alors, on va continuer à prendre des questions. Merci beaucoup pour ces 3 questions. Je parle pas beaucoup de la monnaie dans le. Je réponds rapidement à cette question parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Je parle pas beaucoup de la monnaie dans le livre. Je suis pas sûr que la monnaie soit intrinsèquement un moyen d'exploitation. Elle est certainement un moyen de coordination. Et sur ce point, je serais assez conforme à ce que dit Marx, c'est-à-dire qu'elle devient un moyen d'exploitation à partir du moment où la monnaie devient capital, c'est-à-dire à partir du moment où on a la possibilité d'en accumuler et de retirer un profit monétaire sur autrui. Oui. Oui, alors la hiérarchie entre les devises, effectivement, introduit des rapports d'exploitation dont typique. Alors, de ce point de vue, on est dans une conjoncture assez paradoxale, puisqu'en fait, la position de domination du dollar permet aux États-Unis de faire des déficits commerciaux, c'est-à-dire en fait de recevoir gratuitement des marchandises du reste du monde, parce que le monde veut des dollars, ne veut pas des choses produites par le travail des citoyens américains. Et c'est ce rapport d'exploitation que Donald Trump met en cause paradoxalement à cause de ses conséquences sur l'emploi industriel, etc. Évidemment, et du coup, Donald Trump donne une vision complètement inversée en disant, en fait, on paye les autres pays. Nous, les États-Unis, nous sommes victimes de rapports d'exploitation. Enfin, il dit pas exploitation, mais il dit pillage, des choses comme ça, des termes très proches. Parce qu'on paye les autres pays. Nos dollars partent.
Sauf qu'en fait, du coup, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'ils reçoivent du produit de travailleurs chinois, vietnamiens, bangladais, etc., sans travailler en échange. Bon. Mais ça ne répond pas pleinement à la question sur la monnaie, donc quelqu'un d'autre répondra peut-être mieux. Sur les banques, on a parlé de la finance et du rôle des banques comme exploiteurs. Absolument, c'est des exploiteurs. Après, de même que je m'efforce de ne pas présenter l'employeur comme le seul ou le principal exploiteur, je ne présenterai pas non plus la sphère financière comme seule ou principale exploiteuse. Il y a énormément de profits qui sont faits par des entreprises productives ou rentières, mais voilà, si on pense aujourd'hui, les entreprises qui ont les plus grandes capitalisations boursières, ce ne sont pas des entreprises financières. Ce sont typiquement les entreprises de la tech qui peuvent avoir soit des dimensions très informatiques, soit en fait industrielles comme Nvidia qui produit des puces. Et donc, c'est des entreprises qui font d'énormes profits, qui reversent d'énormes dividendes, etc. et qui ont d'énormes pouvoirs dans la structuration du monde économique. Et à nouveau, le pouvoir des banquiers, il existe, comme j'ai dit, à travers cette menace muette, mais le pouvoir de contrôle direct, de donner des ordres, etc., il est beaucoup plus concentré dans la sphère industrielle, enfin, dans la sphère réelle. Et l'organisation des chaînes de valeur, elle est pas faite par les banques, elle est faite par des grandes marques, des grandes entreprises. Voilà. Et concernant les auto-entrepreneurs, on en rediscutera si c'est ton sujet thèse, mais je dirais que il faut bien distinguer effectivement, ça t'apportera rien que je te dise ça, mais il faut bien distinguer le concept de salariat au sens de Marx, disons, qui est quelqu'un qui paye quelqu'un d'autre pour travailler pour lui. À l'époque de Marx, il n'existait pas la notion moderne de contrat de travail. Donc, c'est ça la notion de salariat. Et moi, quand je dis exploitation non salariale, je parle de formes d'exploitation qui ne peuvent pas être subsumées sous ce type de catégorie. Parce que dans la sous-traitance, ce n'est pas quelqu'un qui paye quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui paye quelqu'un qui paye quelqu'un d'autre. Et donc, l'auto-entrepreneur, le travailleur, le livreur à vélo ou le chauffeur Uber, il est un salarié de ce point de vue-là. Avec une nuance sur la question de la propriété. Dans le cas du chauffeur Uber, qui possède son véhicule. Et donc, ça a introduit une distorsion par rapport au modèle pur du salariat, où le salarié ne possède aucun moyen de production. Donc voilà pour des réponses rapides aux 3 questions. Est-ce qu'il y a encore du temps pour d'autres questions ? Moi, je répondrai à la fin. Bah, si tu veux. Si tu as envie, c'est un plaisir. Bonjour. Alors moi, c'est une question d'amateur. Hein. Donc, ce qui m'inquiète, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt le fait que les actionnaires sont aussi aveugles, dans leurs investissements. Et donc, du coup, c'est pas tant une histoire de qui exploite qui, c'est plutôt une histoire de comment on peut imaginer une transition quelconque si les investissements sont faits en aveugle. Enfin, je veux dire, j'ai entendu dire récemment qu'il y a 40% des finances aux États-Unis qui vont dans l'intelligence artificielle, par exemple. Et ça peut péter. Donc, comment on peut imaginer une transition quelconque si les finances sont aussi peu rationnelles et donc on n'est plus dans des histoires de rapports de domination, on est dans un monde qui n'a plus de sens, quoi. C'est ça que mon inquiétude. Oui, bonjour. J'ai été un peu étonné de voir que vous êtes resté sur la légalité et que, en fait, vous avez omis de parler de l'illégalité. En fait, la mafia est une des entreprises capitalistes les plus importantes et elle intervient à 4 niveaux, en fait. Historiquement, le patronat a toujours fait appel à des briseurs de grève et aux États-Unis, c'était même des entreprises privées qui étaient sous-traitantes du patronat. Ford, par exemple, il y avait une entreprise de 20 000 hommes qui intervenaient partout sur les États-Unis, ne serait-ce que sur l'industrie automobile. Vous avez pire encore. Alors, je rejoins ce que disait Marlène par rapport aux forêts, par la dépossession. Au Brésil, c'est la mafia brésilienne notamment, mais aussi américaine, et qui utilise. Voilà. Au Japon, vous avez
la mafia japonaise qui va chercher les SDF dans la rue pour les mettre au travail dans les entreprises. C'est la thèse de Mélanie Ours qui a travaillé sur cet aspect-là. Et puis vous avez encore le pire du pire, c'est notamment en Inde et au Népal, l'utilisation par les prêteurs sur gage du corps du sous-prolétaire et du prolétaire. Quand vous ne remboursez pas le microcrédit ou le crédit, vous vendez votre fille. Donc toutes ces dimensions-là, abjectes, illégales, gangstéristes, ne sont pas introduites dans le capital, alors que le capitalisme mafieux aujourd'hui, par le blanchiment de l'argent, ce sont des milliers de milliards de dollars qui sont réinjectés dans le circuit. Donc du coup, on ne pense pas, ce phénomène-là. Alors moi, ça sera juste une petite remarque. Vous ne parlez pas de l'État et du rôle que l'État peut avoir justement dans cette exploitation, redistribution des richesses. D'une part par la fiscalité, c'est-à-dire en pesant les impôts, les taux les plus hauts de l'impôt sur le revenu et en augmentant le taux de TVA. Et après, en finançant les entreprises, que ce soit via des crédits d'impôt ou via des systèmes de délégation de services publics où l'État paye des entreprises privées pour faire ses missions. Je dis juste un tout petit mot, même si évidemment c'est à Ulysse que les questions s'adressent avant tout. Sur la question de la banque, je voulais juste dire que la banque, elle a une spécificité comme acteur financier, c'est que elle nous saisit non pas seulement en tant que travailleurs, comme on l'a dit plusieurs fois, mais en tant que ménages qui sommes obligés d'avoir des comptes bancaires et de payer des intérêts pour toutes sortes de choses. Mais ça, c'est un aspect de ce que fait la banque. L'autre aspect de ce que fait la banque, c'est octroyer des crédits aux entreprises ou être directement actionnaire d'entreprise. Pendant toute la période qu'on a appelée des noyaux durs ou des participations croisées, où en fait la plupart des grandes entreprises françaises se possédaient les unes les autres pour se protéger contre... une des justifications, c'était de dire qu'on se protégeait contre le fait que des investisseurs étrangers prennent le contrôle de nos grandes entreprises françaises. Les grandes banques françaises étaient actionnaires de la plupart des grandes entreprises françaises. Et de ce point de vue, il n'y a pas une très grande différence. C'est juste parce qu'on a peut-être un peu durci la différence entre secteur financier et secteur industriel, patronat financier et patronat industriel en parlant d'exploitation. En fait, une bonne part, malgré tout, des profits financiers, ce sont aussi des profits qui fonctionnent exactement quand une banque est actionnaire d'une entreprise. Elle est actionnaire, elle se comporte plus ou moins, peu ou prou, comme un actionnaire industriel. Elle s'enrichit peu ou prou comme un actionnaire industriel. Et il n'y a pas la différence n'est pas si majeure. Après, là, je sors complètement de mon rôle, mais je trouve assez intéressant l'idée de politiquement réfléchir à ce qu'on pourrait dire sur la banque, et notamment sur le fait qu'on est tous sur le premier aspect de la banque, enfin sur sa spécificité qui est qu'elle nous saisit comme ménage. Je trouve que ce serait assez intéressant de se saisir de cet enjeu. Je pense qu'en France, on l'a un petit peu moins fait parce que le crédit au ménage est moins développé qu'aux États-Unis. Mais par exemple, c'est sûr que c'est un énorme sujet. Enfin, le fait que toutes les classes populaires et moyennes, globalement, aient des crédits à la consommation majeurs, qu'on paye énormément d'intérêts pour acheter des pavillons, puis qu'ensuite, quand on met nos proches en EHPAD, bref, on les rembourse sur le pavillon dont les gens viennent de finir de payer le crédit. Donc bref, il y a tout un... Enfin, bon, donc ce serait très intéressant de réfléchir politiquement à ce qu'on peut dire sur le pouvoir des banques. Je suis d'accord, mais là, j'ai pas d'avis autre que comme ça. Et ce que je voulais dire sur votre question, madame, sur les investissements qui sont absurdes et à l'aveugle, c'est que précisément, en fait, une des fonctions sociales de la finance, enfin un des pouvoirs de la finance, et là du coup un des pouvoirs au sens pouvoir de décision de la finance, c'est de hiérarchiser les activités humaines et les activités sociales qui vont avoir le droit d'accéder au financement. Et donc c'est un pouvoir qui est colossal. Au-delà de la question des profits financiers, la finance décide, c'est ce que tu disais sur elle décide à quel citoyen elle octroie ou non des crédits, mais si on se place du point de vue de ce qu'elle donne aux entreprises, elle décide à quelles entreprises et à quelles activités elle va ou non octroyer des crédits. Quand on parle de la start-up nation, de l'innovation, il faut que la France innove, etc., c'est la même chose. On donne à la finance le droit de dire telle activité, je pense que ça vaut le coup, donc je vais financer pour voir s'il y a de l'innovation, et puis telle activité, ça m'est totalement égal. Bon, et évidemment, le problème, c'est que c'est un pouvoir, d'abord énorme, et qu'ensuite, évidemment, le secteur financier, c'est pas des associations et ils font pas du bénévolat, et du coup évidemment ils sélectionnent des activités en fonction de leur rentabilité future, et c'est un critère dont on se doute bien que il a d'énormes limites.
Voilà, moi, je ne vous fais pas tout le topo sur le fait que les activités les plus rentables sont évidemment pas nécessairement les plus utiles socialement, et que donc ça pose question le fait de se dire que le choix des financements, encore une fois, est uniquement ne relève que du critère de la rentabilité. Sur la mafia, j'avais un point, mais je laisse. Oui, juste par rapport à ce que vous avez dit, je pense que c'est une question qui se pose justement, qui peut s'articuler avec cette histoire d'efficacité du marché en fait. Comment ça se fait qu'on soit dans un système qui utilise très efficacement les ressources, mais qui les utilise à des fins qui sont pas justement les plus socialement utiles, comme tu l'as dit Marlène, et donc on divise le travail de manière de plus en plus fine et mondialisée, et en même temps on va mettre au service toutes ces ressources au service de finalités qui sont pas forcément les bonnes, et ce qui s'explique justement par le fait qu'au final c'est les besoins solvables auxquels on cherche à répondre, et pas les besoins de manière générale. Donc c'est ça en fait, abolir l'exploitation, c'est aussi permettre une représentation des besoins qui soit plus conforme aux besoins réels en fait de la population. Tu veux redire un mot ou je dis le mien en 2 minutes? C'est lui qui va conclure peut-être, non? Oui, c'est pour ça. Tu conclus, ça te va? Tu termines, ça te... Okay. Avec beaucoup d'enthousiasme, donc Ulysse conclura. Non, peut-être juste très rapidement deux mots sur 2-3 éléments. D'abord, la question qui exploite les banques. Moi, elle me paraît une bonne question, mais en fait, je pense qu'on peut même la généraliser pour désingulariser les banques en tant que telles. Par exemple, étant député à Toulouse, qui exploite Airbus? Je suis pas certain en fait que singulariser la banque dans l'ensemble des grandes entreprises qui ont des positions de force par rapport à d'autres nous rende le service nécessaire dans l'analyse pour identifier les adversaires centraux. Voilà, je pense qu'il y a la question des hauts plateaux de l'économie, pour le dire pour reprendre des expressions des années 50. Et les banques en font largement partie, pas toutes. Il y a évidemment des rapports interbancaires inégaux, mais ça s'applique aussi à des grandes boîtes industrielles. Et donc, dès lors, le sujet serait peut-être plutôt quelles entreprises ont les rapports de domination dans l'ensemble du champ d'activité économique. Et les banques font largement partie de ces dominantes et de ces dominants. Premier élément. Le second, qui est lié. Ça ne veut pas dire que je vais capituler face au capital financier à la banque. Oui, non, mais toi, t'as compris. Mais en même temps, tu sais, t'as eu les mêmes valises de billets que moi juste avant le truc. Donc, mais c'est pas vrai, ils donnent plus des billets. C'était pour voir qui se faisait arnaquer dans l'histoire. C'est des virements bancaires, vous inquiétez pas. Donc, non, mais la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Bon, on va se redire les choses très tranquillement et très clairement. Oui, la France insoumise est la seule formation politique dans ce pays qui demande la socialisation d'un certain nombre de banques de détail. Et leur socialisation conduisant à leur regroupement dans un pôle public bancaire permettant des spécialisations, évidemment, de ces des différentes dimensions du pôle public bancaire, selon des capacités, des connaissances, des secteurs, etc. Et lesquels permettent, et sont à mon avis la seule option politique crédible pour pouvoir avoir aussi un espace de crédit de désinvestissement, permettant d'absorber une partie du capital qui est problématique, non pas juste dans sa propriété, mais dans son usage. Notamment l'ensemble du capital fossile extractiviste doit bien être absorbé quelque part, mis dans des caisses de défaisance et donc de désinvestissement. Et quoi d'autre qu'un pôle public bancaire pour assumer cette tâche d'intérêt majeur? Donc oui, évidemment, s'il y a dans le public des PDG de grandes banques, profitez, parce qu'après on socialise. Troisième élément qui me paraît important, et je m'arrêterai à 4, c'est bientôt fini. Sur les logiques d'exploitation, je ne suis pas revenu dessus, mais il y a des questions qui me font penser, parce qu'on a un débat un peu récurrent aux amphis, et on l'avait eu, je crois, il y a 2 ans, avec Benjamin Lemoine, je ne sais pas si certains étaient là, quand on avait des discussions sur dette publique. Est-ce qu'il y a une exploitation fiscale? C'est-à-dire, est-ce que, lorsque l'État fait un prélèvement obligatoire sur des revenus, quel que soit le logique du prélèvement, impôt sur le revenu, TVA, ce que vous voulez, est-ce que lorsqu'on a un prélèvement sur le revenu, qui finance, par exemple, 211 milliards d'aides aux entreprises, est-ce que cette logique de prendre une partie de votre revenu lorsqu'il est issu du travail pour en transférer une proportion variable directement aux entreprises n'est pas une logique consistant à donner à votre employeur une partie de ce qu'il vous a payé? Et donc, dès lors, est-ce qu'il n'y a pas une exploitation qui sera à caractère
fiscale? Ou est-ce qu'en fait, finalement, l'aspect fiscal n'est jamais qu'un voile mis sur une logique d'exploitation salariale classique où le patronat récupère par ailleurs un truc que vous affilez? Question ouverte. J'ai pas de réponse théorique et conceptuelle, mais je pense que ça a le mérite de poser la question et de voir que les circuits de financement public posent des questions d'exploitation par la ponction, le prélèvement qui est fait sur votre revenu du travail et qui retourne dans certains secteurs d'activité économique lucratifs. Quatrième et dernier élément, je ne suis pas du tout un expert de la monnaie, donc je ne vais pas aller très loin. Mais j'ai relu récemment, moi je trouve que c'est un bon bouquin. Il est assez ancien, mais le bouquin de Suzanne de Brunoff sur la monnaie chez Marx, que je trouve qui est ressorti récemment aux éditions sociales. Je trouve que ce bouquin est assez bien, parce qu'il montre qu'en gros, les capitalistes aimeraient bien que la monnaie soit vraiment un équivalent général pour les activités, mais en fait ça ne marche pas. Pour plein de contradictions, de crises, etc. Et donc les capitalistes, n'y arrivant pas à gérer eux-mêmes la monnaie, s'appuient soit sur des formes de gestion, que sont les banques centrales ou autres, et des formes de sanctions politiques, que sont les gouvernements. Et les deux ne sont jamais tout à fait non plus synchrones, entre la gestion de la monnaie et la sanction de la monnaie. Et il y a une tentative d'aligner tout ça dans les intérêts capitalistes qui sont eux-mêmes pas toujours convergents. Bon, tout ça pour dire que c'est le bordel. Mais je trouve que ce livre nous montre assez bien quels sont les fils à tirer pour comprendre les logiques de crise dans les politiques monétaires et dans la gestion de la monnaie et dans les intérêts qui s'expriment à demander des gestions monétaires X et Y. Voilà, je m'arrête là. Et pour le mot de la fin, l'auteur. Oui, j'aimerais avoir une réponse à apporter sur la question sur la mafia. Malheureusement, c'est un domaine hyper intéressant, mais que je connais très mal, assez varié par ailleurs, comme les exemples que vous avez pris le montrent. Disons que dans mon livre, j'essaye d'avoir cette approche qu'ont souvent les marxistes, ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne, qui dit « supposons que tout se passe dans les règles et montrons que même là, il peut et il y a de l'exploitation qui est vraiment intrinsèque au capitalisme, pas seulement ses dérèglements, ses illégalités, mais tout simplement quand tout fonctionne selon les règles, que la propriété privée est respectée, que personne ne travaille sans avoir signé un contrat de travail, etc. Même là, il y a de l'exploitation. Alors une fois qu'on a fait cette démonstration, effectivement, il y a toute une enquête à faire et une réflexion à avoir sur le rôle des déviations par rapport aux lois et par rapport aux règles, ce que je ne fais pas dans mon livre, mais je suis d'accord que c'est intéressant. Intuitivement, je dirais qu'il y a des secteurs mafieux qui fonctionnent en fait un peu comme des secteurs capitalistes légaux, en fait, avec la violence en plus peut-être, mais en fait, le secteur... de la production et de la distribution des drogues, typiquement, est aujourd'hui très industrialisé, avec des grands capitaux qui sont ensuite placés dans des paradis fiscaux, etc. Donc c'est un peu un produit comme un autre, avec les guerres de gangs et la violence en plus. Bon. Et après, il y a d'autres choses que je ne connais pas. Et le dernier point, qui ça tombe bien, fait écho à ce que disait Adrien, et à la question posée sur la fiscalité. Je pense effectivement que alors la fiscalité, par essence, c'est un instrument réformiste. Parce que si on veut ponctionner sur les hauts revenus, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a des hauts revenus. Bon. Mais ça n'empêche qu'en tant qu'instrument réformiste, je pense que c'est un instrument particulièrement pertinent à l'heure de cette fragmentation des rapports d'exploitation dont je parle dans le livre. Pourquoi ? Parce que dans la grande entreprise industrielle fordiste, évidemment, le partage de la valeur peut se jouer dans le conflit salarié-employeur, conflit sur les salaires. Et donc, on va pouvoir prendre sur les profits et redistribuer aux salaires en faisant grève, en réclamant des plus hauts salaires, etc. Dans un monde de chaînes de valeur diffractées, de sous-traitance, ça devient beaucoup plus difficile. C'est pas forcément impossible, hein. Il y a des luttes dans la sous-traitance qui sont victorieuses. L'exemple que je prends en ouverture du livre, c'est l'exemple des grèves de femmes de ménage. Sous-traitées, il y en a de manière récurrente, qui sont souvent victorieuses. En fait, il y en a une, au moment où j'écrivais le livre, il y en a une dans mon université. Et quand elles sont victorieuses, en fait, ça passe toujours par le fait de mettre indirectement une pression sur le donneur d'ordre. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est quand même plus difficile de mener ce type de lutte salariale. De fait, on en observe moins aujourd'hui du fait de cette diffraction. Et donc, dans ce cas-là, comment mettre la main sur cette valeur qui est loin, qui est de l'autre côté? Et là, la force de l'État, c'est qu'il peut prendre directement par les prélèvements obligatoires. Et donc, la fiscalité, il me semble qu'elle a un rôle particulier à jouer aujourd'hui.
Et en particulier la fiscalité sur le capital et sur les aussi en fait sur les hauts salaires, puisque les hauts salaires, on peut les considérer comme une forme d'exploitation. C'est un des arguments qui est fait dans le livre. Et aujourd'hui, de plus en plus, les salariés bien payés sont dans des entreprises différentes des salariés mal payés, aussi du fait de ces dynamiques. Donc là, la fiscalité, elle a cette sorte d'efficacité uniformisante où on n'a pas besoin de reconstituer le détail du fil invisible de l'exploitation, même si, à mon avis, c'est quand même important de le faire, mais on n'a pas besoin, on prend directement à ceux qui profitent et on peut, avec ça, redistribuer. Et à mon avis, c'est une manière intéressante de voir la redistribution fiscale que de la penser en termes de flux de travail, en termes de atténuation de l'exploitation, en disant si on avait laissé cet argent aux riches, ils l'auraient utilisé pour investir, donc en fait commander des travailleurs pour étendre leur activité ou leur consommation personnelle, des services, du tourisme, etc. Mais non, on redistribue cet argent, soit on le distribue de manière privée, soit on finance des services publics, et ça veut dire qu'en fait on redistribue le travail dans la société. C'est-à-dire qu'au lieu que des salariés travaillent dans le tourisme au service des très riches, ils vont travailler dans les écoles ou comme aide à domicile ou aide-soignant au service de la majorité de la population. Et donc la redistribution fiscale, elle peut avoir un rôle dans cette atténuation, disons, de l'exploitation. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation à cette conférence. Je pense qu'on peut se quitter en gardant les 4 mots issus de ton avant-dernière phrase. On prend, on redistribue. Gardez bien ça en tête. Et évidemment, lisez le livre parce que vous aurez une approche plus fine de ce mot d'ordre qui, lui, restera toujours valable. À très vite sur les conférences suivantes. Bon courage à toutes et à tous et profitez de votre journée.